Alors, il est 11 heures, donc j'en profite pour accueillir tous les participants qui se sont inscrits, qui continuent de s'inscrire pour cette rencontre. Donc, on a profité des 10-15 minutes de pré- euh, d'inscription, voilà, des premiers arrivés pour entamer déjà un petit échange avec vous. Et c'est un peu l'esprit en fait que je souhaitais pour cet échange, c'est-à-dire non pas une conférence magistrale, mais vraiment s'appuyer sur des échanges, voilà, discuter, que si l'un d'entre vous commence une question, que d'autres puissent rebondir sur cette question, et puis un peu comme au café qui nous manquent, qui sont fermés, mais voilà, qu'on ait un peu cette liberté, liberté de parole, de pouvoir voilà, discuter avec vous, échanger, euh, vous entendre euh, sur, sur l'architecture et puis alors, vous venez de recevoir le prix Pritzker, donc on en a parlé rapidement, mais voilà, c'est une très belle récompense et un très bel hommage. Donc, euh, effectivement, savoir un peu peut-être pourquoi ce prix, qu'est-ce qu'il vient souligner en fait de votre pratique et mettre en avant. Mais avant ça, je voudrais aussi dire que parmi les personnes qui se sont inscrites, j'ai pu identifier vraiment des personnes très différentes, à la fois bon, architectes, étudiants en architecture, mais aussi des usagers du lieu du FRAC, des habitants, des gens. En fait, on a aussi comment dire, diffusé l'information dans la proximité des gens qui connaissent le bâtiment du FRAC. Dans cette idée aussi qu'il puisse y avoir peut-être des échanges et des questions, pas seulement sur la conception du bâtiment, mais aussi son usage et des retours, voilà, que ce ne soit pas que dans un sens, mais voilà, qu'il puisse y avoir aussi des questions sur, ou des remarques sur comment ce bâtiment du FRAC, qui voilà, peut servir aussi de premier exemple, est vécu et quelles questions il pose, il continue de poser. Et donc voilà, sans parole de spécialiste a priori, enfin vraiment, tous les participants sont invités à prendre la parole. Alors pour cela, Élodie, si tu peux te signaler. Bonjour Élodie, Elodie. Bonjour. qui travaille avec moi au FRAC, qui est chargée des expositions et des actions culturelles, qui a mis en œuvre tout ce WIFRAC. Donc là, c'est le premier événement d'un ensemble d'événements, mais je pense que vous avez vu le programme. Oui. Donc, Élodie, si vous voulez prendre la parole, poser des questions, vous pouvez lever la main, mais vous pouvez aussi écrire un petit message, éventuellement en disant sur quoi, mais pas forcément, sinon juste prendre la parole. Comme ça, elle va pouvoir peut-être plus facilement aussi aider à la circulation de la parole si besoin. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser la petite zone de texte pour poser des questions qu'elle pourra ensuite intercaler ou vous-même pour prendre la parole. Voilà, c'est ce que je propose en termes de un peu technique. Et puis l'idée, c'est pas non plus de faire quelque chose de trop long, hein, donc 1 heure et demie, grand maximum. Enfin voilà, peut-être au bout d'1 heure, on verra, mais en tout cas, un grand merci Anne et Jean-Philippe d'avoir accepté cette invitation et puis ce format aussi de rencontre. J'ai donc choisi un peu mon espace de parole. Je suis sur le belvédère du FRAC Grand Large. Le nom architectural du bâtiment, c'est FRAC AP2, puisque c'est un bâtiment constitué de 2 éléments côte à côte. Et peut-être oui, en fait, pour lancer un petit peu les choses, effectivement, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce prix Pritzker, c'est-à-dire voilà, vraiment au cœur un peu de qu'est-ce que selon vous, cela vient souligner dans votre… qu'est-ce qui est mis en avant à travers ce choix-là. Et puis ensuite, je me disais peut-être partir d'une description et entendre avec vos mots ce qu'est ce bâtiment du FRAC Grand Large. Voilà, partir un peu aussi de la description de ce que c'est et l'entendre avec vos mots, j'aimerais bien. Et puis ensuite, je laisserai la parole
pour des questions. Voilà. Et voilà. Est-ce que ça vous va? Oui, ça va. Et puis ce qui est agréable, c'est précisément si les gens qui sont là, qui se sont inscrits, ils sont si différents, si divers, parce qu'effectivement, on n'a pas à parler avec des spécialistes en architecture ou des étudiants en architecture. Ce qui est intéressant, c'est précisément quand on fait des choses et qu'elles s'adressent à tout le monde. Donc, de la même façon que toi, au niveau du FRAC, tu travailles sur mettre en place des expositions avec des artistes, c'est essayer de susciter de la curiosité, des émotions, mais ça revient toujours finalement à la personne qui pose la question, à la personne qui est intéressée. Et donc, on parle des usagers, des artistes, des enfants, des lycéens, des écoliers, des vieilles personnes, des gens qui ont travaillé dans le bâtiment du FRAC. Voilà, plus il y a de monde, plus il y a de curiosité par rapport à des espaces, par rapport à des situations, et mieux c'est. Oui, alors pour parler de la question, déjà on se connaît bien avant le Pritzker et le Pritzker est effectivement un événement important dans notre parcours, quoi. Mais en fait, c'est un prix d'architecture qui est attribué tous les ans par une fondation située à Chicago, une fondation américaine, et donc qui travaille un peu dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de contact, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de présélection, où ce sont des gens qui travaillent comme ça et qui connaissent, qui sans doute travaillent en assez long terme pour suivre des démarches ou des parcours d'architectes. Et bon, cette année, il se trouve que c'est nous qui avons reçu ce prix. Et si on lit ce qu'a écrit le jury, donc qui est assez précis, assez clair, c'est ils ont voulu souligner une attitude qu'on a développée depuis le début de notre travail, il y a plus de 25 ans, et qui s'attache à être au plus près du quotidien, du réel, de ce que l'espace, en fait, à quoi l'espace est destiné, c'est-à-dire à des milliers de choses et de moments de la vie quotidienne, partant de l'habitation, par l'éducation, l'espace public ou les espaces d'exposition. Et c'est vrai qu'on s'est toujours attaché, nous, à réfléchir de l'intérieur, c'est-à-dire comment les espaces doivent être vécus, comment ils doivent fonctionner, comment ils doivent faire attention à tous les usagers, à commencer par ceux qui y travaillent, mais aussi jusqu'à l'usager qui est là pour simplement l'habiter. Et avec une dimension comme ça, d'attention à l'usager, d'attention à sa qualité de vie. Donc, il nous a toujours amené à réfléchir à la question de la générosité d'un lieu et de jamais rester dans une contrainte d'espace, et aussi à la question de l'économie, de manière à ce que tous ces ambitions-là puissent être appliquées ou conçues, quelle que soit la situation, quel que soit le budget, quel que soit le programme. Et puis aussi, quelque chose qui est très aussi sensible aujourd'hui dans la société, c'est l'attention à ce que l'on a déjà, l'attention à l'existant, pour y trouver du positif, pour y trouver des valeurs, et pour faire quelque chose avec, au lieu de le détruire, de le remplacer et de toujours repartir d'un site plat et nu. Et le projet du FRAC parle de toutes ces choses-là. Peut-être que ce qui est important, je pense, par rapport à l'architecture, par rapport aussi au projet du FRAC, c'est, on pourrait dire, c'est l'émerveillement. Parce que je crois qu'en architecture, c'est ce qui est le plus important. C'est susciter de l'émerveillement ou proposer des espaces dans lesquels des choses vont se passer et qui seront merveilleuses. Et tout ça, ça démarre parce que dès le départ, quand on est venu à Dunkerque,
on a été nous-mêmes émerveillés. Émerveillés par la plage, par la mer, par le port, par le bâtiment qui était déjà là, qui s'est appelé, comme tu dis, la halle AP2, qui était ce bâtiment dans lequel des ouvriers, pendant très longtemps, avaient fabriqué des pièces de bateaux énormes. C'est pour ça qu'il a cette dimension. On a été émerveillés quand on est rentré dans ce bâtiment et que tout d'un coup, on a vu ces dimensions, la halle AP2 qui était aussi appelée cathédrale. C'est-à-dire que dans cet endroit où les gens travaillaient, ce n'était pas un endroit religieux, c'était un endroit dans lequel les gens travaillaient et finalement, il lui donnait le nom d'une cathédrale. Cette impression de l'espace intérieur était de la lumière était extraordinaire. Donc l'émerveillement, au départ, il est de notre côté, c'est-à-dire par rapport à toutes ces choses-là. Et par rapport à la question de dire il faut qu'à l'intérieur de ce grand vide dans lequel les gens fabriquaient des pièces de bateaux, il faut mettre des bâtiments, des étages, des programmes, des salles, des pièces, des petites pièces, des sanitaires, etc. Par rapport à ce qui était demandé, on s'est dit, mais cet espace merveilleux, il va être perdu automatiquement, immédiatement. Et donc ça, pour nous, ce n'était pas possible. Et donc on s'est imaginé comment c'est possible, tout d'un coup, de faire tout ce qu'on nous demande, mais en même temps, de garder ce qui nous paraît merveilleux. Et c'est de là qu'est venue cette idée du jumeau, du frère jumeau, c'est-à-dire comment, finalement, cet espace, presque de façon magique, hop, on lui fait un frère jumeau, juste à côté. Ce frère jumeau, il va prendre en lui tout ce qu'on nous demande de faire, les sanitaires, les toilettes, les bars, les restaurants, les salles de réunion, les salles d'exposition, les petites, les plus petites, les moyennes, les très grandes. Et puis, en faisant ça, on va laisser le bâtiment existant dans son état de vide, avec la mémoire qu'il garde en lui, c'est-à-dire effectivement que les gens qui avaient travaillé là à l'époque, ils puissent y revenir et voir que cet espace dans lequel ils avaient passé tant de temps, ils avaient dépensé tant d'énergie, restait toujours là. Et donc, c'est un peu cette question, c'est presque magique, c'est-à-dire d'une situation existante, avec toute cette question d'être émerveillé en permanence, c'est de faire que la situation peut se prolonger et qu'on peut arriver à une nouvelle situation qui est celle effectivement du bâtiment FRAC qui entretient cette relation tellement intense avec le vide dans lequel se passaient tant de choses dans l'histoire de Dunkerque. Et par là, on a essayé d'établir un maximum de relations. C'est-à-dire, c'est les relations par rapport à ce qui s'était passé dans l'histoire, le fait que des gens là avaient travaillé, avaient fabriqué des pièces de bateaux qui ensuite partaient aux quatre coins des océans, mais c'est aussi une relation visuelle avec la plage, avec la mer, avec les nuages et le ciel, avec les mouettes qui traversent. Et puis au loin, il y a les fumées du port qui continuent à éclairer, ou les feux au niveau du port. Tout d'un coup, c'est effectivement essayer d'établir le plus grand nombre de relations possibles, que ce soit avec l'espace, avec le ciel, mais avec les gens et avec la mémoire et avec tout ce qui va se passer de nouveau. Et puis également avec un trésor, parce que le FRAC en lui-même, c'est un trésor. C'est effectivement 20 ans, 30 ans ou 40 ans de réserve d'œuvres d'art où chaque fois, un artiste a mis une intensité considérable dans une sculpture, dans une peinture, dans une installation, dans un film. Et tout ça, c'est dans des caisses qu'on peut ouvrir et dont on peut sortir tous ces travaux, toutes ces œuvres et les montrer. Les montrer sur place ou les montrer dans des écoles, dans des lycées, dans la région, dans d'autres endroits. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'un bâtiment va concentrer un ensemble de relations possibles qui devraient permettre de susciter encore l'émerveillement pour tous les gens qui viendront. Il y a des questions. Donc, une question de Christian Le Mouénic sur le chantier. Ce sont d'abord des femmes, des hommes. Peut-être vous voulez la poser vous-même?
en allumant un micro. Oui, oui, je veux bien poser ma question directement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, ma question, c'est par rapport à ce chantier. Je voudrais savoir si les architectes avaient, puisque bon, un chantier, ce sont d'abord des rencontres, s'ils avaient un souvenir particulier à évoquer concernant ce chantier. Les rencontres, c'est Bah, il y a beaucoup de souvenirs à un chantier parce que d'abord ça dure longtemps et puis il y a beaucoup de gens qui traversent du début à la fin. C'est presque 2 ans de chantier, donc c'est souvent oui, il y a des repas de chantier qui sont toujours des moments agréables. Et moi j'ai un souvenir en fait qui me revient aussi, c'est que il y avait plutôt une bonne ambiance quand même sur le chantier et à un moment donné il y a eu les Jeux Olympiques de Londres, je crois. Et le représentant du maître d'ouvrage qui s'occupait du chantier, Laurent Thirionnet, faisait les Jeux Olympiques sur une discipline. Bon, et il avait gagné une médaille et les entreprises du chantier ont fabriqué un énorme poster avec sur lui bon, pour célébrer cette médaille. Et donc, c'était un moment vraiment fabuleux quoi, d'avoir ce partage là, de ce succès. Quoi. Donc, mais bon, j'ai en tête celui-ci, mais il y en a pas mal, en fait, des moments comme ça sur un chantier. Et puis après, il y a les moments de l'ouverture où je vois qu'il y a une autre question là sur savoir si on avait rencontré des anciens travailleurs. Alors, on ne les avait pas rencontrés avant, mais c'est vrai qu'on avait vu beaucoup d'anciennes photos et puis il y a des ouvriers aussi qui sont de là, qui en parlaient. Mais le jour de l'ouverture, de l'inauguration, beaucoup sont venus. Et c'était assez émouvant de parler avec eux et qu'ils racontent leurs souvenirs et surtout qu'ils étaient très touchés de voir qu'il restait beaucoup de traces encore de leur ancien bâtiment, de leur passage, parce qu'ils s'étaient sans doute imaginé que tout ça serait remplacé ou caché ou modifié. Et ça a été vraiment un très, très bon moment, cette rencontre avec les ouvriers qui restaient. Je crois que ce qui est important, c'est en permanence d'essayer de laisser des traces. Et des traces de moments qui sont très, très particuliers. Donc, dans la grande halle AP2, il y a toujours les traces, effectivement, de travaux, de marques. On n'a pas tout repeint en blanc ou d'une autre couleur. Non, on a essayé de laisser le sol très dur en béton avec ces stries en acier qui permettaient de faire rouler des charges très, très importantes. On a remis en état le pont roulant, ce pont roulant qui a dû servir des milliers et des milliers de fois pour des pièces de navire, et puis qui ensuite a permis à certains artistes de l'utiliser pour faire des œuvres d'art. Mais il y a aussi les traces qu'ont laissées les ouvriers pour ce frère jumeau qu'on a construit, où on voit bien quelle est la structure en béton particulière, les détails des différents corps de métier, que ce soit les façadiers, les gens qui ont travaillé sur la serrurerie métallique. Ce qui est important, c'est que le travail de chacun ne soit jamais caché. On n'aime pas cacher les choses. C'est pour ça que chaque fois, on voit ce qu'il y avait avant, on voit ce qu'il y a après, et on comprend dans ce qui a été fait ensuite les interventions de chaque corps de métier. Ce qui était intéressant aussi dans ce bâtiment, c'est précisément par rapport à son usage antérieur, c'est qu'il est d'une incroyable solidité. Parce que, en fait, comme il y avait des pièces très lourdes qui étaient fabriquées ici, donc donc le sol en béton lui-même est extrêmement solide pour porter des charges de plusieurs tonnes sur chaque point. Et puis aussi du fait qu'il y avait des ponts roulants qui faisaient naviguer des pièces, des poteaux aussi incroyablement épais, solides. Et donc, ça donnait cette structure aussi qui était tellement intéressante.
Et le bâtiment d'à côté, lui, qui n'a pas… alors Jean-Philippe dit le frère jumeau, moi je dis la sœur jumelle. Euh, donc comme ça, on a les deux. Le bâtiment d'à côté n'avait pas, lui, ce besoin-là. Donc il est plus adapté, même s'il est aussi très, très solide. Donc cette combinaison des deux nous paraissait aussi particulièrement importante, même si finalement c'est la forme identique et la forme égalitaire qui les rassemble dans un tout. Moi, je voulais passer la parole à Thaddée Ruillant. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je suis un peu intimidé par la qualité de toute votre œuvre et donc voilà, je suis séduit par tout ce que vous faites et notamment par le FRAC. Donc je suis architecte à Dunkerque et je suis à quelques centaines de mètres du FRAC. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'y suis attaché en tant que Dunkerquois, en tant qu'architecte et aussi je suis passionné de voile et moi, ce bâtiment, il me comble mes passions, quoi, en fait. Donc, hein? Non, pardon, allez-y. Non. Donc, je le vois depuis la mer, depuis l'intérieur, je vois la mer, enfin, tout me va bien. Et je m'y sens bien, quoi. Notamment le belvédère, je trouve ça sublime, cette vue sur la mer, sur la Belgique, sur le port, sur même un peu la ville. Hein. Et les cadrages sont très intéressants. Et je sais que certains Dunkerquois ne comprenaient pas pourquoi la vue n'était pas complètement transparente, puisque à travers ces parois, je ne sais pas comment on peut les appeler, baudruches ou je sais pas, gonflées, c'est un petit peu flou et c'est un petit peu bleuté, mais moi c'est ce que j'aime. Donc il a fallu que je dise à mes amis qui étaient moins séduits par ça que l'intérêt aussi c'était le cadrage qu'on ne peut pas avoir aussi valorisant avec de la menuiserie vitrée, puisque là on a des formats extraordinaires, quoi. Voilà, tout à fait. Ça, j'aimerais bien d'ailleurs que vous puissiez parler un peu de ces façades. Pour l'anecdote, moi j'ai bien connu l'architecte de l'AP2. C'était ma famille, dans la mesure où c'était l'oncle de mon épouse. Ouais. Et Pierre Le Foll, malheureusement, il est décédé. Pierre Le Foll, il est décédé, je pense, vers le 2000. Enfin, donc, il n'a pas vu l'AP2. Mais je sais qu'il serait aussi séduit, que l'histoire passée, elle ne s'est pas arrêtée, quoi. Elle continue. Et puis, avec une dynamique aujourd'hui pour le futur et tout, qui est vraiment très, 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 très intéressante. C'est réemployé. Je pense que les autres projets où on aurait fait les planchers dans son bâtiment l'auraient moins séduit. Parce que là, on l'a laissé dans son jus et donc la cathédrale, elle est restée la cathédrale, quoi. Et il faut qu'elle le reste. Il faut qu'elle le reste. Ouais. Moi, j'ai vu j'y vais assez souvent. J'ai vu une installation au début, dans les premières années, où c'était une scénographie avec des nacelles. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Des nacelles, il y avait trois nacelles avec des chauffeurs et tout ça, et ça faisait de la danse avec des nacelles, quoi. Oui. C'était extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir de ça. Et donc, moi, ça m'intéresse aussi que vous parliez un peu de cette paroi, parce que ça aussi, ça m'a quand même interloqué. Le côté de cette façade, alors il y a des façades en polyester. Moi, au début, je me suis dit, mince, ça va mal vieillir, l'air passe presque, hein, c'est quand même pas isolant. Et je n'avais pas capté tout de suite que c'était une deuxième peau, que la boîte, elle est dans la boîte. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'était ces façades gonflées. Au début, on s'était dit avec les amis, les mouettes, elles vont se régaler, elles vont, avec leur bec, elles vont perforer. En fait, rien du tout. Ah oui.
ça doit être assez solide quand même. Et Ah oui, c'est tout ça. je pense elle le respecte. Elle respecte le matériau et c'est très beau parce que quand on est là-haut au Belvédère, on voit les mouettes au-dessus. Enfin, moi, je trouve ça fantastique, franchement. Donc, voilà, moi, à la limite, moi, je suis fier d'avoir un bâtiment comme ça près de chez moi. Donc, dès que j'ai les amis qui viennent, c'est le passage obligatoire, le frac. Hein, ça passe avant tout. Ça passe avant Jean Bart, on va dire. Et, ça, c'est un compliment. et donc, moi, je suis toujours impressionné par tout ce que vous avez fait depuis des dizaines d'années. Voilà, donc si vous pouviez un peu parler. Ce que je me demandais, c'est est-ce que ces façades, elles sont propres à Dunkerque? Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce système? J'ai des amis au bureau de contrôle, je crois que c'était Veritas, qui m'avait dit, oh là là, il s'arrachait les cheveux parce que il n'y avait pas franchement de normes, enfin, c'était pas évident vous sortez un peu des chemins battus, donc forcément, ça les interpelle et ils savent pas trop quoi. Et donc, je crois qu'une fois, le système de ventilation il s'est arrêté, donc du coup, ça se dégonfle, quoi. Et donc, mais autrement, je trouve ça magnifique et ça a l'air de très bien vieillir, ça isole bien, c'est une vue superbe à travers, enfin voilà. Mais est-ce que c'est un process que vous avez inventé? C'est la première fois à Dunkerque ou c'est quelque chose qui existe, qui est encore utilisé par vous ou par Oui, d'autres? non, mais tel que c'est fait à Dunkerque, c'est-à-dire dans les conditions climatiques, il y a beaucoup de vent, hein, et notamment dès qu'on est à 30 mètres de hauteur, Ouais. on a encore plus de vent parce que Ouais. le vent, on le ressent effectivement quand on est là sur la plage de Malo-les-Bains, parce qu'on n'est pas protégé. Déjà, au niveau du frac, on est un tout petit peu protégé par la digue quand on est piéton au rez-de-chaussée. Mais dès qu'on monte à 30 mètres, tout d'un coup, on est en plein vent. Donc, effectivement, c'est d'abord un système qui avait besoin d'être extrêmement résistant, résistant au vent. Et par rapport à ça, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait beaucoup de transparence. Et donc, on travaille avec une forme de pression à l'intérieur de deux parois gonflables. C'est ce qui fait que ces gonflements qui sont un peu aussi la raison de la translucidité, c'est-à-dire qu'en réalité, le matériau lui-même est très transparent. Oui. Mais le fait qu'il soit bombé va créer un certain nombre de réflexions avec la lumière, de réverbérations, qui vont toujours créer une sorte de petit trouble, un peu comme si c'était nuageux. Mais en même temps, ce matériau gonflable, par ses résistances à la pression, il permettait d'avoir des grandes dimensions avec le moins de menuiserie possible. Voilà, c'était ce qui nous paraissait. C'est ce que vous avez souligné. Dans toute la partie haute, c'est-à-dire le haut du bâtiment et le toit, ils sont réalisés comme ça. Et puis après, effectivement, par rapport aussi à des occupations qui sont différentes, on descend et là, on a différents matériaux. On a des sortes de jardins d'hiver qui s'appliquent à soit des bureaux ou à des salles de réunion ou à des salles de workshop. Et là, c'est des matériaux polycarbonate transparents, là encore très transparents, mais il y a aussi une autre ondulation qui vient créer une réflexion de la lumière un peu différente, mais qui fonctionne aussi avec la mobilité, c'est-à-dire que c'est des panneaux ouvrants. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est dans une salle qui a derrière une paroi vitrée très transparente, ce qui nous paraissait intéressant, c'était à la fois d'être protégé, d'être où il fasse suffisamment chaud, où on ne sente pas le vent, mais de pouvoir ouvrir la première baie vitrée coulissante, d'aller dans un espace qui est déjà un peu protégé par le polycarbonate, mais de pouvoir aussi ouvrir ce polycarbonate et là, effectivement, de voir complètement à l'air libre la mer. Savoir cette filtration des impressions, voir la mer, mais en étant totalement protégé du vent, du froid, des embruns, aller un peu plus loin, où là déjà, on est dans une sorte de petit climat intermédiaire, et puis à un moment donné, de dire, ah ben, je veux ouvrir totalement, je vais en plein vent, c'est pas un problème, c'est ce que j'ai envie. Et c'est ces différentes impressions qu'on essaie de déterminer avec ces différents degrés de transparence suivant les altitudes à laquelle on se trouve et également suivant et après, effectivement, ce qu'on ne souhaitait pas finalement, c'était qu'à l'intérieur du bâtiment, de reproduire le même sentiment que celui qu'on peut avoir sur la plage de Malo-les-Bains, où là, on est
tout seul au milieu de l'espace. Là, il y a effectivement, on participe au climat, mais en même temps, on en est un peu protégé. Voilà, c'était un peu ces réflexions, avec encore une autre impression qui est toujours celle du grand vide de la salle AP2, et le fait qu'en faisant ce frère jumeau, ou sœur jumelle, comme préfère Anne, on crée un certain nombre d'échanges et de relations, y compris d'altitude, de très haut vers le très bas ou de très bas vers le très haut, qui permettent de créer un certain nombre de relations vis-à-vis du bâtiment existant. Je peux ajouter aussi que vous avez très bien évoqué la question de la double enveloppe. Donc, ça aussi c'était un parti pris très intéressant parce que ça nous permet, tout ce qui est réserve d'œuvres d'art, tout ce qui est salle d'exposition, ça doit être dans des conditions extrêmement contrôlées, de température, d'humidité, donc qui évidemment appellent à des dispositifs de rafraîchissement ou des dispositifs de chauffage qui sont presque en permanence. Et donc, pour minimiser aussi les coûts de fonctionnement de ces installations-là, la double enveloppe, donc avec cet espace qui entoure donc le bloc du centre, cet espace, en fait, il permet toujours d'introduire un climat intermédiaire entre le dedans et le dehors qui a toujours une température plus clémente que l'extérieur et plus chaude en hiver et en été au maximum comme à l'extérieur du fait de la ventilation. Et ça permet du coup de minimiser les besoins de consommation énergétique pour pouvoir rafraîchir ou maintenir en humidité les espaces d'exposition. Donc tout ça, c'est un système qui est à la fois technique, mais qui en même temps privilégie beaucoup la question de la relation avec l'extérieur. Parce que pourquoi en fait ce belvédère est arrivé là-haut aussi, c'est parce que quand on analysait le bâtiment existant ayant fait le tour avant de ce paysage à peu près fantastique, finalement quand on est au sol on le voit pas parce que soit on est derrière la digue et on avait en fait cette idée-là que en fait en montant on aurait ces vues sur la mer, sur le port, partout en fait autour, qui étaient très intéressantes. Donc c'est pour ça que le bâtiment nouveau, il est conçu un peu comme avec ces escaliers qui sont extérieurs à la boîte centrale et qui fait que l'idée c'est de faire monter tout de suite le visiteur là-haut pour le mettre dans une sorte d'ambiance et après on descend et on analyse et on visite les salles avec une possibilité de passage de l'autre côté pour au contraire frôler plutôt le bâtiment existant avec cette rue là qui en fait était une obligation du plan urbain puisque c'était un projet de ce passage qui vient depuis la plage et qui continue donc à l'intérieur du bâtiment. Donc c'était et après donc le choix des matériaux, Jean-Philippe l'a expliqué, il y avait cette idée de travailler la transparence. En fait, on a un certain nombre de matériaux à disposition. Évidemment, on pense tout de suite au verre, mais le verre est très lourd et tout de suite, il faut énormément de structure pour le porter et on perd un petit peu cette notion de légèreté. Et après, pourquoi on l'a pas continué aussi plus bas? C'est parce que ce matériau-là, en fait, c'est pas une invention du tout de notre part. Il est utilisé depuis pas mal d'années et notamment c'est en Allemagne. Et le protocole en fait du fabricant exige que ce soit pas mis dans un endroit où il peut être abîmé, quoi, dégradé par. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en haut, en fait, tout à fait en haut, vous pouvez voir qu'il est tout le temps décalé, qu'il y a un garde-corps avec la double hauteur. Et après, quand on descend, là, on l'a plus remis parce que il pouvait y avoir depuis le sol des dégradations possibles avec je sais pas, des outils tranchants ou comme ça. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi, comme vous le savez parfaitement, dans tout projet, il y a
il est assez comparatif. Il y a ce qu'on veut faire et après, on cherche la solution technique. Et il y a plusieurs matériaux, puis on finit par en choisir un qui répond au mieux à toutes d'abord les souhaits de projet et ensuite les critères techniques. Donc, tout ça, c'est le résultat de ça. Merci. Merci. Je voudrais passer la parole à Emmanuel Doutrio, qui... ouais, si tu veux bien. Merci. En fait, bon, j'avais préparé une, deux, trois questions, mais je ne vais peut-être pas toutes les énoncer, un peu à la demande de Keren, parce que ça va nous amener trop loin. Simplement, ce que je voudrais commencer par dire, peut-être, je ne suis pas le premier, mais je me permets de le dire là quand même à nouveau, c'est le plaisir, la joie de savoir reconnu votre travail, enfin, je veux dire par ce prix, tout particulièrement, même s'il y a un prix quelque part, c'est un peu bête, mais enfin en même temps, ça fait sens. Je dirais même, pour une fois, une recherche sur la profondeur et de la profondeur, à la fois sur les conditions et l'objet d'une pratique, et surtout sur ce qu'elle a à offrir, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un et l'autre, aux gens, à l'usage. Je dirais, de ce point de vue, une architecture qui traite de la politique. Enfin, bon. Et je me demandais, en fait, si, puisqu'on dit le Pritzker, c'est l'équivalent du Nobel, enfin, c'est le Nobel de l'architecture, je me disais, mais si on devait attribuer un Nobel de la littérature à des gens non pas équivalents à ce que vous produisez en architecture, mais moi, à qui je les attribuerais enfin, comme ça. Je pensais à Shimananda Adichie, nigériane, Jonathan Coe, Bret Easton Ellis, voire Michel Houellebecq. C'est-à-dire des gens qui travaillent la condition du contemporain, quoi, dans le fond, en fait, et qui traitent du contemporain. Et l'esthétique, elle vient, je dirais, elle est... Enfin, vous avez un rapport très ambigu à l'esthétique, en fait. Vous entretenez un rapport très ambigu à l'esthétique. Vous en avez parlé, là, en fait, j'ai remarqué, tous les deux. Et c'est bien, enfin, ça me semble intéressant parce que si je peux dire mes trois questions, je ne vais pas les dérouler là toutes les trois. Il y en avait une qui traitait de la question de l'air et de la technique, la deuxième de la question de l'air et de l'esthétique, et la troisième de l'air et de l'éthique. Alors, je ne sais pas laquelle je vais choisir, à moins que je vous laisse choisir vous-même. Mais dans tous les cas, il y a toujours l'air. il y a toujours l'air, mais de toute façon, c'est votre marotte et je dois dire que c'est un peu la mienne aussi. Et je pense et c'est quoi le troisième? Il y a la technique, l'esthétique et quoi? L'éthique. Et l'éthique. Alors peut-être, parlons technique. Enfin, je ne sais pas, enfin technique. Mais voilà, alors si on part d'emblée sur la technique, voilà. Ouais. On a le choix. Eh bien, attendez, je la pose. Oui, allez-y. Ah, c'était pas ça. Bon. Oui. Ah ouais, non, mais attendez, je la pose. Oui, oui. D'accord. Donc, j'aurais envie de réfléchir, de vous amener à réfléchir, enfin, si on peut dire, cette question de l'air au regard de l'expérience du confinement actuel. Et je ne vais pas vous demander si vous aviez anticipé cette situation et les questions qu'elle engendre. Je ne vous prends pas pour des devins, mais par contre, j'aimerais savoir comment vous pouvez, au regard de cette question, actualiser ce qui, dans votre travail, se propose de traiter, somme toute, la contradiction récurrente, flagrante, dans laquelle se débat l'architecture à l'heure de l'agenda climatique. Je veux dire, entre ce que racontent les injonctions sanitaires, même avant la pandémie, renouvellement d'air, et les contraintes énergétiques, étanchéité aérolique à maxima. D'un côté, renouvellement d'air à minima, et de l'autre côté, étanchéité aérolique à maxima. Alors, à Nantes et ailleurs, vous avez développé des systèmes, des ruses, si on peut dire, par le biais des espaces tampons, pour régler l'un et l'autre en jouant quelque part, en vous jouant dans le bon sens du terme, selon moi, en respectant l'esprit de la loi, mais peut-être pas en la prenant, disons, dans une application complètement servile. Et question, comment est-ce possible, en fait, comment serait-ce possible, si on peut dire les choses comme ça, maintenant que vous avez une responsabilité très lourde sur les épaules, de généraliser, Un prix, vous l'avez dit. Oui, non, je plaisante, mais de généraliser cette façon de faire à des programmes divers et à des contraintes
par moments beaucoup plus rigoureuses. Rigoureuses, je veux dire, quand on n'a pas la place pour doubler ou pour fabriquer l'espace tampon, que fait-on? Pour dire les choses. On trouve toujours la place. C'est-à-dire, effectivement, Pour l'inventer. Il y a forcément toujours quelque chose à inventer. Mais moi, pour répondre à la question, l'air, c'est ce dont on a besoin pour respirer. N'importe quelle architecture est un organisme vivant. Je pense qu'en ce moment, il y a une exposition qui se prépare sur Yona Friedman, et c'était une des choses qu'il disait. L'architecture est un objet vivant. Donc, cet objet vivant, il a besoin de respirer. De la même façon que le corps a besoin de respirer. L'architecture est un corps. Donc, on le voit quand on va à Malo-les-Bains sur la plage, on respire bien. On respire bien, même s'il y a beaucoup de vent, etc. Donc, cette idée de dire qu'aujourd'hui, le matériau essentiel de l'architecture est l'air, c'est essentiel. On peut très, très vite faire la comparaison. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère 10 cm de laine de verre ou de laine de roche ou de petites billes de polystyrène telles qu'on les met aujourd'hui dans les programmes pour conserver l'énergie, pour éviter de gaspiller l'énergie? Est-ce qu'on préfère ces petites billes de polystyrène ou est-ce qu'on préfère finalement un espace dans lequel on peut aller, qu'on peut adapter? Parce que ce qui est important aussi, c'est que cette façon dont on réagit avec l'air, elle n'est jamais la même. Elle n'est pas la même la nuit, le jour, en été, le matin, l'hiver, quand il y a beaucoup de vent, quand il pleut, quand il y a des nuages. C'est toujours quelque chose qui est en permanence modifiable. Donc, finalement, c'est toujours cette histoire de l'air, c'est finalement une sorte de protection, mais en même temps, une protection fine et maligne par rapport au climat. Si le climat était beau, on n'aurait pas besoin de se protéger du climat. On le laisserait rentrer directement par toutes les façades. Quand on va en Amérique du Sud, au Brésil, beaucoup de bâtiments des années 80 n'ont pas de façade, parce que finalement, c'est l'air qui passe à travers. Donc, cette idée aujourd'hui que l'architecture, elle doit fonctionner avec des échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur, et que c'est en plus ce même air qu'on respire pour chaque corps, pour chaque individu, c'est effectivement pour nous un élément essentiel de l'architecture. Faire en sorte que ce qui va nous protéger d'un peu de froid ou d'un peu de vent, c'est l'air et le plaisir qu'on a à être dans cet espace, parce qu'en même temps, on peut y respirer. Mais en même temps, on peut le changer. On peut ouvrir, on peut fermer, on peut filtrer, on peut tirer un rideau, et on peut en permanence travailler avec l'idée que c'est par le plaisir et le confort d'habiter, d'être dans un espace, qu'on soit tout seul ou à plusieurs. Et si on est à plusieurs, ça veut dire qu'il faudra discuter, s'entendre, mais c'est ce plaisir qui va finalement, à la fin, produire de l'écologie, permettre d'éviter de consommer trop d'énergie. C'est vrai qu'on est assez... depuis toujours, en fait, depuis qu'on a commencé à travailler, on a toujours essayé de pousser cette méthode-là qui s'oppose effectivement au principe de bâtiment complètement clos et autonome dans une sorte de circuit fermé de l'air renouvelé mécaniquement. Et on voit que c'est un vrai challenge à chaque fois parce que ça devient de plus en plus complexe de faire valoir d'autres arguments. Mais et ce qui est paradoxal, puisque en même temps, toutes les règles environnementales ou les règlements environnementaux aujourd'hui partent d'une philosophie qui serait d'être plus économe en technologie, en énergie, alors que précisément l'air, c'est un principe qui permet de ventiler naturellement, pratiquement sans mécanique. Et ça, on voit que dans les bâtiments, aujourd'hui, ce serait presque
ça serait presque l'inverse, c'est-à-dire ce serait presque l'erreur de faire comme ça. Alors que il faut comprendre en fait tous ces phénomènes de transition d'air, à quel moment l'air, s'il est trop froid, ben, il ne faut pas le faire rentrer comme ça. C'est pour ça que l'espace tampon, en fait, il est important dans ce cas-là. Et l'école d'architecture de Nantes, par exemple, c'est un bâtiment public où il y a simplement les auditoriums, parce qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de monde en même temps, qui sont ventilés mécaniquement. Tous les autres espaces, en fait, sont ventilés naturellement, c'est-à-dire que l'usager doit ouvrir la fenêtre et la fermer. Et donc, c'est aussi ce qu'on aime bien, nous aussi, c'est que toutes ces questions-là, en fait, de la ventilation, de l'économie d'énergie, de la réaction au climat, en fait, elles ne peuvent se réaliser parfaitement que s'il y a un usager responsable. Et responsable, ça veut dire qu'on est rééduqué un peu à ça. Donc, et nous, on aime bien dans les bâtiments introduire aussi cette notion que l'habitant et l'usager, c'est l'acteur de ce propre confort. Et ça marche assez bien. Oui, j'avais cru comprendre que même à Nantes, d'après ce que vous me disiez, votre chef de projet, qui peut-être vous a fait des choses que vous n'avez pas complètement maîtrisées, qui sait, que même certains auditoriums fonctionnaient également sur des échanges d'air avec l'espace tampon. Je me trompe ? Oui, c'est vrai, oui, mais ils sont quand même possiblement en ventilation mécanique. Possiblement, c'est ça, possiblement. Parce que quand on a 350 personnes dans un auditorium, il faut, je veux dire, même parce que vous avez dit, on respecte l'esprit de la loi. À l'arrivée, quand on fait un projet, c'est pas l'esprit de la loi qu'il faut, à la fin, c'est le résultat. Donc, comment est-ce que, en fait, avec des méthodes différentes, on arrive à produire aussi les justifications du résultat. Et c'est compliqué. Il y a 15 ans, on avait beaucoup moins d'outils de calcul pour définir la dynamique d'un bâtiment et démontrer que ça marchait. Bon, on a quand même insisté. Et aujourd'hui, on a quand même des outils un peu plus développés pour arriver à démontrer qu'on peut faire autrement que la mécanisation ou l'automatisation extrême d'un bâtiment où, au final, finalement, l'usager est presque de trop, parce que le moindre geste qu'il fait, s'il a le malheur d'ouvrir sa fenêtre, ben, ça contrarie tous les systèmes techniques. Oui, c'était par exemple, pour juste parler de ça très rapidement, sur un autre projet qui était le Palais de Tokyo à Paris, on avait démontré que finalement, les seules entrées des visiteurs, chaque fois qu'ils rentraient ou sortaient du bâtiment, étaient suffisantes pour assurer l'entrée d'air hygiénique de tout ce bâtiment. Et du coup, ça nous a permis d'éviter que des gros systèmes technologiques, de faire des gaines à l'intérieur des façades pour pouvoir faire rentrer de l'air, soient mis en place. Donc, il y a une sorte de bon sens aussi par rapport à cette idée que chaque bâtiment est un objet vivant. Et sur un bâtiment comme le FRAC, qui a des contraintes, disons, évidemment, programmatiques différentes, parce qu'on a des œuvres d'art, etc., qui ont une sensibilité à toutes sortes d'agents, et qui sont d'ailleurs pas toutes de la même nature de ce fait. Jusqu'où la ventilation naturelle? C'est clair que ça ne peut pas être dans les espaces de conservation, ni dans les espaces d'exposition. Donc, de toute façon, il faut installer du matériel qui produit en permanence une température contrôlée. Mais dans ces cas-là, l'objectif, c'est de dire comment on minimise les coûts énergétiques, et c'est là où il y a la conception architecturale et la question de la double peau, de l'espace tampon qui nous permet de minimiser ces questions-là. Après, il faut dire aussi que dans un musée, par exemple, la réglementation thermique n'est pas la même que pour des logements, par exemple. Les logements prennent le maximum de la contrainte qui existe. Mais c'était particulièrement important dans le FRAC à Dunkerque, parce que ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a, au départ du FRAC, il y a une sorte de stockage d'œuvres d'art. Donc, chaque œuvre d'art, donc il y a à la fois une protection vis-à-vis de l'air, de la température, de l'humidité, à bien définir un certain taux de protection de température ou d'hygrométrie, mais aussi par rapport à la lumière. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'œuvres qui ne permettent pas de subir trop de lumière.
Donc, on voit bien que là, il y a une sorte de trésor protégé, d'abord par des caisses ou des rouleaux ou dans des tiroirs. Ensuite, l'ensemble dans une boîte avec une forte degré d'isolation et sans lumière arrivant. Puis après, il y a des espaces et des salles donc, qui ont un peu moins besoin de prescriptions réglementaires sur ces idées-là. Puis après, il y a une double peau. Puis après, il y a la double enveloppe en plastique. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'espaces qui font que le trésor du FRAC est quand même dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question, Keren ou... Keren, micro. On ne vous entend pas. Merci. Je trouverais très intéressant, personnellement, d'aborder la question air et esthétique, mais je propose qu'on se fasse circuler un peu la parole et qu'on y revienne à la fin, si vous êtes d'accord. J'avais envie de donner la parole à Donovan Le Coadou, s'il est là encore. Alors, Bonjour. vous me voyez là? Non, On ne voit pas, non? Mais, voilà, c'est bien. Voilà, bonjour. Bonjour. En tout cas, bravo pour votre prix. Moi, en ayant été en fait utilisateur pendant de belles années du FRAC, dans l'installation des expositions et en régie, je voulais souligner aussi le fait comment dire, de l'aspect fonctionnel en fait du bâtiment, et qui a été réellement pensé à l'utilisation plus ou moins muséographique en fait de l'architecture, et qui n'est pas forcément le cas de tous les derniers bâtiments à visée culturelle en tout cas, et muséographique aussi, que ce soit dans la conception du moment de charge ou de l'accessibilité des œuvres et en elle-même de l'accès à chaque salle d'expo en fait. Mais j'avais une petite question par rapport en fait à entre le lien entre la halle AP2 et le FRAC en lui-même, sur la question de le belvédère en fait, qui est plus ou moins qui correspond à une serre en fait, qui a les mêmes caractéristiques qu'une serre. Et je me demandais pourquoi avoir en fait laissé les ouvertures entre la halle AP2 et la rue intérieure ouverte. Alors on parlait de l'air, j'ai plus ou moins compris que c'était quand même une relation mécanique en fait à la circulation de l'air, ouais. Mais je me demandais si en fait au final l'hiver c'était plus problématique l'accès au belvédère par le froid qui était amené par à la halle. Par la rue là. Par la rue. En fait la rue intérieure, oui, moi je la vois d'ici là, mais en fait l'accès aux escaliers n'est pas isolé. Ouais, ouais. Oui, disons que c'est aussi par rapport à la réponse au projet, on pourrait dire que le belvédère, c'est un espace en plus. Ce n'est pas un espace qui était demandé dans le programme. De la même façon d'ailleurs que de garder la cathédrale de départ, la AP2 n'était pas demandée dans le programme. Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi considéré que ce belvédère, il est mieux qu'à l'extérieur, nettement mieux qu'à l'extérieur, parce que malgré tout, on n'est pas sous la pluie ou on n'est pas sous le vent. Mais après, effectivement, il est dans un climat qui n'est pas exactement celui d'une salle dans laquelle on a une température homogène, bien précise et bien demandée. Donc, effectivement, il va varier et sa température va changer par rapport au soleil, même si on a des rideaux qui permettent de filtrer. Il y a aussi en été des systèmes d'évacuation de l'air qui permettent à l'air chaud qui se situe en haut de l'espace de pouvoir être évacué. Mais j'imagine que l'hiver, il doit y avoir effectivement de la température qui vient de la halle voisine, de la rue entre les deux et qui ensuite va vers le belvédère. Et c'est aussi, ça fait partie de ces espaces intermédiaires qui nous paraissent intéressants parce que
travailler aussi sur la diversification et la diversité des espaces. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des espaces qui sont tous standards ou conformes, on l'avait vu aussi au niveau du Palais de Tokyo, c'est-à-dire proposer des espaces qui ont des caractéristiques différentes. Et en fonction de ça, on voit des fois que par rapport à l'utilisation dans les centres d'art, telle personne va aller dans un endroit très noir, ou telle personne va aller dans un endroit où il y a un peu de vent ou un peu d'air, telle personne va aller dans un endroit trop chaud, et essayer de travailler sur ces diversités d'espaces possibles. Peut-être un autre sujet aussi, c'est que en fait, si dans l'esprit de la conception, en fait, il y a le deuxième volume, en fait, c'est une boîte, et il y a ce volume d'air qui l'entoure, en fait, pour des raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était beaucoup plus cet intérêt aussi. Le belvédère, en fait, il n'est pas pensé comme une salle. C'est un peu la toiture, en fait, des espaces d'expo et des espaces de réserve. Et donc, en fait, là, il y a aussi un intérêt à ce que l'air circule comme ça tout autour par rapport à cette idée aussi de double enveloppe. Après, c'est vrai que ce que vous dites pourrait se concevoir aussi, mais ça introduit en fait une autre réflexion climatique. Mais si on devait juste repenser à ce qui était demandé pour le FRAC, on pourrait dire que le grand vide de la P2 n'était pas demandé, le belvédère n'était pas demandé, et la rue qui est entre la halle P2 et le bâtiment dans lequel on a les salles d'exposition n'était pas demandée. Donc, c'est-à-dire une certaine... Elle était demandée, celle-là. Non, pas en tant qu'espace. Ah oui, mais finalement, c'est des espaces complémentaires qui sont effectivement dans cette, on pourrait dire, cet espace en plus. On était très heureux quand on a vu que Keren avait, par exemple, mis des grandes peintures dans la rue. Parce qu'au final, c'est un espace, ça devient un espace d'exposition qui, au début, n'était pas prévu. Donc, vous serez heureux de savoir que Donovan Lecoadou, votre interlocuteur, est artiste et expose actuellement, en attendant l'ouverture du FRAC, des sculptures dans la rue intérieure. Oui, voilà. Je vous invite à venir visiter. Mais c'est vrai que, vu qu'il n'y a pas de débouché finalement de cette rue, ça devient un espace à part entière, quoi, et donc c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que, par exemple, la fermeture de l'espace du belvédère risquerait aussi finalement que petit à petit, il soit considéré comme un espace d'expo. Et dans ces cas-là, se poserait sa question de contrôler sa température et de contrôler. Et là, pour le coup, ça ne convient plus. Donc, c'est pour ça que c'est clairement, en fait, aussi bien que la rue ou que l'épaisseur qu'on a aussi du côté digue, c'est des espaces qui ont tout autre statut. Et il faut travailler avec ce statut-là. Ce qui est très important aussi, c'était aussi quelque chose qui nous avait vraiment tenu à cœur, que ce soit dans l'école d'architecture de Nantes ou au Palais de Tokyo, c'est les transparences. C'est-à-dire que les espaces publics marchent. C'était un architecte avec qui on avait passé beaucoup de temps, qui s'appelait Jacques Andelade, qui disait ça. Il disait les espaces collectifs, publics ou de centres d'art, ils marchent quand quelqu'un peut voir quelqu'un, qui peut voir quelqu'un, qui peut voir quelqu'un, qui peut voir une œuvre d'art à un moment donné. Et finalement, c'est le fait qu'on puisse voir de la rue vers le bas de la P2, de la rue vers le haut du belvédère vers la P2, du belvédère vers la rue. C'est cet ensemble de relations visuelles qui est intéressant. Finalement, parce que c'est ça qui suscite la curiosité, qui suscite le mouvement. Tiens, je vois ça, je vais y aller, je vais lui demander ce qu'il fait. Ah, pourquoi ces gens-là rient? Ils rient parce qu'ils regardent un écran sur lequel il y a un film qui est montré et que ça les intéresse. Donc, quand ils vont redescendre à l'étage en bas, je vais pouvoir parler avec eux, je vais leur dire, mais qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là qui vous a fait réagir? Je crois que cette question de l'intersection, de la profusion des relations visuelles, c'est ce qui nous paraît intéressant par rapport à fabriquer un espace dans lequel des choses se passent. Je voudrais enchaîner, après la transparence, le regard peut-être sur la musique.
puisqu'on a une question. Alors, Clio, je ne sais pas si tu veux la dire. Sinon, je la lis. Sur la musicalité, c'est ça? Voilà. Une musicienne m'a dit un jour, l'architecture, c'est de la musique pétrifiée. Comment ressentez-vous cela et quel serait votre rapport à la musique? Et je tiens à souligner aussi à la musicalité, et je tiens à dire aussi que participe à la discussion Adrien de Giovanni, qui est artiste en résidence avec le FRAC dans le cadre d'un programme Archipel, et qui a passé pas mal de temps au FRAC à enregistrer les sons du bâtiment. Donc aussi, s'il souhaite intervenir, qu'il n'hésite pas. Moi, je crois que oui, le rapport à la musique, il est important pour nous, mais peut-être pas. C'est peut-être le mot pétrifié qui. J'aimerais que ce soit un peu moins pétrifié à ce moment-là. Mais le rapport à la musique, il est effectivement très, très important. De la même façon que, pour moi, l'architecture, elle a besoin de rester légère. Mais c'est cette légèreté qu'on apprécie quand on voit un spectacle de danse, par exemple, ou quand on lit un poème. Et je trouve qu'aujourd'hui, plutôt que de parler de monumentalité, ce qui m'intéresse, c'est effectivement une idée de légèreté et une idée de poésie, et peut-être aussi une idée de musique, oui. Mais que l'architecture, que les bâtiments essaient d'échapper à leur fondation, à leur lourdeur, à leur structure, qui a besoin d'exister néanmoins, c'est quelque chose qui nous semble vraiment important pour précisément offrir de la liberté, offrir de l'espace, offrir du mouvement, offrir des espaces dans lesquels des histoires vont se dérouler, qui se rattachent aussi à des histoires d'avant, à des histoires d'après. Donc, l'architecture, elle existe vraiment quand ces choses-là sont réunies. Alors, on parlait de fondation et de légèreté, et alors ça rejoint la question peut-être de Laetitia. Laetitia, est-ce que la question peut être posée de vive voix? Oui, bonjour. Bonjour. Simplement, je sais qu'il y a un aspect à la fois esthétique et technique dans le fait d'avoir construit ce jumeau. Et donc, j'imagine forcément que la cathédrale a une fonction dans le fait d'avoir envisagé aussi ces matériaux et cette construction légère. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer techniquement que ce choix de matériaux, ce choix technique puisse exister dans les mêmes conditions s'il n'y avait pas cette cathédrale ou cette paroi commune qui contribue sans doute à sceller à tenir ce bâtiment qui est exposé au vent. Et, par exemple, voilà, est-ce que c'est un choix que vous auriez pu faire techniquement sans cet appui de la cathédrale? C'est un peu compliqué d'anticiper en fait un projet qui n'aurait peut-être pas eu lieu. Le bâtiment était là et en fait le projet il commence avec cette histoire, donc je pense qu'on s'est pas forcément posé la question de ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu la cathédrale. Après on s'était posé la question de quel côté faire le double. Donc finalement, ça a été assez vite réglé parce qu'un côté, c'était pas, il y avait déjà un espace utilisé, donc c'était pas intéressant. Et après, le bâtiment, le nouveau bâtiment lui-même, il a sa propre solidité. Il n'a pas de ce qui est logique en fait. Il s'appuie pas sur à part une partie de la charpente, quoi, mais tout ce qui est plancher en fait ne s'appuie pas du tout sur le bâtiment existant. Après, ce qui était important, c'est de réaliser que c'est un ensemble, c'est un seul bâtiment, c'est-à-dire que toute la conception des
des organes électriques, de la sécurité incendie, tout ça, ça prend en compte l'ensemble des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, même si ça s'appelle FRAC AP2, l'ensemble, c'est le FRAC, en fait, pour nous, en tout cas, et dans la conception qu'il y a eu et dans la commande qu'il y a eu. Et l'espace du FRAC, en fait, c'est l'espace de l'AP2, c'est un espace du FRAC, en fait, qui peut évidemment, vu sa configuration, sa relation à l'espace public, qui peut être évidemment partagé ou prêté ou invité ou tout ce qu'on veut, mais qui fait aussi partie. Donc, ça doit fonctionner dans ces échanges et même vide, en fait, il fait partie de l'espace du FRAC. C'est-à-dire même vide, c'est un espace intéressant sur lequel où on peut déambuler, regarder. Et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi de penser que les espaces ne sont pas forcément toujours là pour être remplis. Alors, j'enchaîne peut-être sur la question de Jean Ficheux, qui a écrit, voilà, peut-être Jean, si tu es là, tu peux prendre la parole. J'arrive. Bonjour à tous. Félicitations pour ce prix, ça fait vraiment plaisir. J'ai trouvé que, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que l'idée géniale d'avoir conservé l'AP2, qui est quand même un monument un petit peu important à Dunkerque, qui est un signe quelque part. Mais je voulais savoir si, en créant ce projet, vous aviez proposé à l'exploitant déjà des idées d'utilisation de l'AP2. Parce que, comme vous venez de le dire, vous avez un peu répondu à la question. Vous avez dit, en fait, l'AP2, c'est le FRAC. En fait, pour vous, c'est une partie intégrante du FRAC. Et je voulais savoir si vous aviez réfléchi à des idées d'utilisation de l'AP2, enfin de l'AP2 espace. Et enfin, on y a réfléchi, même si c'est plus aux occupants, au FRAC, de penser à la façon dont finalement des choses complémentaires ou des choses supplémentaires pourraient se passer. Ce qui nous paraît important, c'est la force d'un vide qui doit avoir quelque chose à voir avec le FRAC qui est juste là. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est la même chose, parce que globalement, c'est un espace de culture, c'est un espace artistique, c'est un espace d'échange. Il peut y avoir des choses différentes, mais c'est toujours à penser en relation avec le FRAC et ce qui se passe dans le FRAC. Et c'est un vide, c'est-à-dire que ça a une vocation à être rempli, mais ensuite revidé. Pour que le vide continue d'exister, il faut que des choses s'y passent et qu'ensuite il soit prêt à accepter de nouvelles choses. C'est ça qui nous paraît important. Et on en avait discuté un peu avec Keren, parce que ces questions-là étaient importantes. Il peut y avoir effectivement quitte peut-être dans certains cas à rajouter quelques équipements supplémentaires, mais il peut y avoir des concerts de musique, il peut y avoir des représentations de cinéma sur des écrans gigantesques, il peut y avoir des projets artistiques considérables on avait imaginé à un moment donné que certains projets qui n'ont été montrés qu'une seule fois dans des espaces gigantesques, par exemple au Lafur Eliasson dans la Tate moderne à Londres ou à Nishkapur, puissent remonter éventuellement dans les mêmes types d'espaces ces œuvres. Ce qui était extraordinaire, c'était il y a un an, cette biennale qui s'est appelée Gigantisme, parce que précisément déjà, même s'il y a eu une occupation de la halle, mais on peut penser que dans la répétition de cette biennale dans les années, cette idée de ce vide gigantesque qui attend des propositions va rester présent. Et globalement, on a une structure d'une solidité incroyable. On a un pont roulant qui a été remis en activité. La possibilité de faire le noir, ce n'est pas très complexe s'il y a besoin de faire le noir pour des projections, ou alors se dire, on peut dire que c'est le soir, la nuit, que des projections sont utilisées. Des événements, la plupart du temps, les événements qui soient de type Fashion Week pour la mode ou pour des concerts, il y a tout un tas d'équipements mobiles qui vient et qui peut s'installer.
Donc, on pense que l'espace aujourd'hui, et avec la facilité d'y entrer, hein, on peut y faire rentrer des poids lourds sans aucun problème. Mais ce qui est important, c'est qu'en permanence, cette union, cette relation très, très forte avec le FRAC, l'idée de culture soit toujours présente. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'avais une autre question aussi sur les panneaux solaires éventuels sur la P2. Oui. Il me semblait être, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me semblait une très bonne idée parce que ça produirait l'énergie en fait déjà en premier lieu pour les moteurs des pompes des parois et puis éventuellement pour l'autonomie complète énergétique de l'établissement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, ça vous... C'est forcément toutes les possibilités en fait d'installations intelligentes en fait qui permettent de réaliser des économies d'énergie sont intéressantes. Je pense qu'il faut analyser aussi qu'on a beaucoup d'espaces éclairants sur le toit de la P2, dont un certain nombre qui sont utiles aussi pour les dégagements des fumées. Donc, forcément, il faudrait qu'il y ait un peu une étude aussi d'efficacité de ça. Mais oui, bien sûr. Je pense qu'à l'époque, ça n'a pas été posé. Bon, comme souvent dans tout projet, hein, il y a des choses qui viennent après. Mais oui, ça serait certainement intéressant d'étudier le sujet. Mais c'est peut-être aussi une question qui est à l'échelle du port et de la situation, que ce soit avec le vent, les éoliennes ou les panneaux solaires. Nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait à cet endroit-là une force incroyable. Cette force, on la voit des fois dans les cheminées qui fument le soir ou Et ce qui était important dans le projet, c'était qu'on a vu aussi les images du port de Dunkerque il y a 30 ans. C'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas seulement le hangar AP2 isolé, il y avait des centaines d'autres hangars qui malheureusement ont disparu. Et il y avait une force là à Dunkerque qui était la force des ouvriers, des gens qui travaillaient, de ce qu'ils fabriquaient, qui était considérable. Malheureusement, il y a plus à un moment donné, il n'y avait plus qu'un seul bâtiment, c'était cette halle AP2. Et c'est une idée assez jolie, mais on s'est un peu méfié quand même de la question de la nostalgie. Comme si finalement, garder cette halle AP2, ça pouvait être le dernier moment où on pouvait penser à la mémoire du lieu. Donc on y pense toujours, mais en faisant ce projet, on a voulu témoigner d'une force et d'une ambition. Et on a dit, ce n'est pas ce bâtiment qui va rester tout seul. Non, on va avoir de l'ambition, on va le doubler. Et cette idée de doubler, ça veut dire d'aller plus loin, d'imaginer que toute cette énergie qui s'est passée sur ce lieu à Dunkerque, elle va passer avec d'autres contenus artistiques plutôt qu'industriels, mais la force, elle doit continuer à exister. Et donc, par rapport à cette question de l'énergie, il y a cette relation à faire. Et par rapport à cette question de la biennale qui s'appelle gigantisme, cette question de l'énergie, elle doit aussi être présente. Merci. Emmanuel, est-ce que tu voudrais poser une autre question? Oui, avec plaisir. Alors donc, puisque c'est le FRAC dont il s'agit, cette question, déjà je dirais aux architectes qu'il serait bienvenu qu'ils offrent des casquettes ou des chapeaux à leur maître d'ouvrage. J'ai des rideaux, mais voilà. Exagérer quand même. Il ne faut pas trop les exposer, après ils vont être malades. Bon, plaisanterie. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, revenons peut-être au commencement, vous en avez parlé, on en a tous un peu parlé là, je dirais ici à Dunkerque comme ailleurs, mais surtout à Dunkerque, je dirais, à travers ce bâtiment, vous travaillez à la fois le clair et le translucide, sans parler de l'opaque. Le translucide, le blur, comme dit Toyo Ito, à travers un certain nombre. Donc évidemment, polycarbonate, PTFE, c'est ça, les coussins d'air, et vous traitez de ce fait, là, dans ce site particulièrement exposé, à l'instant, Jean-Philippe, vous parliez de la force du site, des conditions climatiques ahurissantes, en fait, tout au moins à l'échelle de la France, qui prévalent là.
dans cet extrême nord, là, enfin extrême nord de l'extrême nord de Dunkerque. Et donc, vous semblez, pluie, vent, enfin plus que ça, tempête, vous assumez, vous semblez jouer aussi de ce tremblement des coussins, du lessivage qu'ils subissent ou dont ils se jouent par grande pluie. Et ça, c'est particulièrement… donc, on a vraiment, on pourrait dire, contrairement au procès, au sens, à la critique, pas au procès au sens juridique, qu'on pourrait vous faire ordinairement, il y a une vraie incarnation de l'architecture. Enfin, c'est vraiment, du reste, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Et précisément, si vous vous défendez volontiers, j'allais dire, si vous vous réfugiez souvent dans une forme, je vais vous piquer un peu, de déni de tout positionnement esthétique, ou plutôt de toute esthétique a priori, j'aimerais cette fois que vous vous positionniez sur ces enjeux, qui plus est quand il s'agit d'un programme aussi sensible qu'un fonds régional d'art contemporain. Et donc, moi, je vois deux choses, et puis j'arrête là, mais premièrement, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de la photographie, parce que vous en parliez à l'instant, enfin de la photographie au sens de l'objectivité ou de l'école de Stuttgart, quoi. Becher, Gursky, Hoefer, Rouff, Struth, dans le défilement, etc., des personnes, des personnages derrière les parois, transparentes, translucides, et ainsi de suite, ou des instantanés que ça peut engendrer. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi en même temps quelque chose d'un rapport un peu, je dirais, phénoménologique ou néo-phénoménologique? Alors, c'est peut-être d'autres écoles, je ne sais pas si c'est Maurice, Smithson ou je ne sais qui encore, mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un bâtiment qui respire, vous l'avez dit tout à l'heure. Ici, on respire et on goûte véritablement cela, quoi. Et il y a un peu enfin, moi, je vois un peu cette double dimension là, à la fois dans vos choix, dans ce que vous posez. Voilà, j'aimerais bien vous voir réagir à ce sujet. Mais on n'est pas obligé de répondre. Oui, enfin, au début de la discussion, je parlais d'émerveillement. Entre émerveillement et esthétique, il doit y avoir des relations. C'est-à-dire, effectivement, créer des émotions, susciter des interrogations qui amènent à essayer de comprendre des choses. Enfin, on pense que l'esthétique, elle est proche de ça. Et elle est pour nous, elle est nécessaire. Si l'émerveillement est nécessaire, ça veut dire que l'esthétique, elle est nécessaire. Ce qu'on essaie de faire depuis qu'on a commencé à travailler, peut-être pas au début parce qu'on ne s'en rendait pas compte, mais maintenant peut-être un peu plus, c'est que finalement, cet émerveillement ou cette esthétique, elle est le résultat d'un processus de réflexion, de conception, qui d'ailleurs n'est pas que sur un seul projet, il est dans une succession de projets. Dans cette halle AP2, dans ce bâtiment du FRAC à Dunkerque, qui est un peu de la maison La Tapie, qui a été la première maison qu'on a faite à Bordeaux. Il y a tout un parcours de réflexion, d'attitude, d'approche. Et par rapport à des contextes chaque fois très différents, on essaie de voir comment il faut répondre très précisément à un certain nombre de questions, mais en même temps, entamer sur chaque site un processus de réflexion, de conception, étape par étape, point par point, dont on est confiant à la fin qu'il va produire quelque chose, qui va être une forme qui va susciter un émerveillement et qui est lié aussi à ce qui nous paraît important en architecture, c'est qu'on n'est pas là pour produire des sculptures. En architecture, on est à l'intérieur de quelque chose, on est à l'intérieur d'un système. Et même quand on est sur la plage de Malo-les-Bains, on est à l'intérieur d'une architecture en regardant vers le bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment isolé, c'est toujours quelque chose qui se crée par les relations, par la vie, par la liberté, par les choses que les artistes vont créer dans le FRAC. Et que c'est ça que finalement on regarde et c'est ça qui suscite ou pas l'émerveillement. Et donc, il nous semble que dans n'importe quel projet, cette recherche, elle est absolument nécessaire, là, que finalement, les gens qui viennent voir, qui viennent passer du temps à regarder une œuvre, ils puissent regarder aussi en quoi ce bâtiment, il a donné la capacité à ces œuvres d'être montrées et aussi comment il y a des relations qui s'inscrivent avec le port, avec l'histoire de Dunkerque, avec la mer,
avec le ciel, avec les nuages, avec les mouettes qui passent au-dessus. C'est quelque chose qui est essentiel. Si cet émerveillement n'existait pas, on n'aurait aucun plaisir à faire les bâtiments. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il n'y a que l'architecture qui peut faire ça, c'est que les contraires ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on a à la fois, par exemple, la fragilité et la solidité n'est pas incompatible. Donc, être exposé à beaucoup de vent ne doit pas pour autant se priver d'un rapport exceptionnel avec un environnement qui est ici, qui est même très difficile à décrire, tellement il y a une richesse. Et cet espace du Belvédère, par exemple, il y a une expérience sensorielle et visuelle qui est assez incroyable, alors que ce qu'on a sous les pieds est strictement contrôlé et strictement et donc c'est ça en fait qu'on a à gérer aussi dans les projets, et c'est vrai que nous on veut pas avoir à arbitrer. Il faut que au départ il faut que tout soit réglé au mieux, quoi, et y compris d'ailleurs cette question du plaisir et de la sensation. Donc et c'est vrai que l'architecture par rapport à ça, c'est assez incroyable, c'est-à-dire à la fois le luxe et l'économie, la poésie et la rigueur, et tout ça, ça fait partie de l'architecture. Donc le FRAC est aussi un bon exemple de ça, quoi. Merci. Je vais rebondir sur une question qui est sur l'émerveillement, en fait, la question de savoir si un document présente l'architecture et l'émerveillement qu'elle produit aux enfants, et si vous intervenez dans les écoles. Moi, je peux répondre en fait sur le travail de médiation que nous faisons au FRAC sur l'architecture. Et oui, il existe des documents qui ont été produits par l'équipe de médiation du FRAC et qui sont disponibles ici. Et c'est vrai que quand on fait visiter les expositions, il y a un lien très fort entre les projets, la programmation artistique et l'architecture et le contexte au sens large. Il y a pas mal de films aussi, quand même, de petites vidéos qui ont été faites aussi. C'est vrai que ça vaudrait le coup, à un moment donné, de les rassembler parce que c'est toujours assez intéressant de voir, de suivre les gens, de voir comment ça fonctionne. Et puis, alors, dernière question peut-être, celle de… Et alors, parce que je n'avais pas vu Adrien de Giovanni, qui donc intervenait sur la question de l'acoustique et qui posait la question, je ne sais pas si tu veux la poser, Adrien, mais peut-être que tu n'as pas de micro. En tout cas, il s'agissait de la notion d'acoustique. Est-ce que vous pouvez deviner l'acoustique à partir de vos plans avant chaque chantier? Existe-t-il une oreille d'architecte? Si je lis la question depuis le début, c'est… pardon. Mais on la lit, là. On la lit. Oui. D'accord. On travaille souvent sur tous les projets avec un confrère qui est aussi architecte et qui est surtout spécialiste en acoustique, qui s'appelle Guy Jourdan. Et il s'intéresse, lui, essentiellement à cette acoustique. Bon, beaucoup de son travail, c'est sur les salles de spectacle, les salles de musique, les salles de concert. Mais sur tous les projets, on a beaucoup d'intérêt à discuter avec lui. Et les choses ne sont jamais réglementaires. Il y a toujours une sorte de sensibilité que l'on a. Et on aime beaucoup travailler avec lui. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on est moins compétent, mais qui nous intéresse beaucoup. Et sur des sujets comme ça, on a vraiment besoin de ces aides de la part d'autres d'amis. Voilà. Ce qu'on aime, enfin, l'acoustique, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et aussi extrêmement réglementé. Et globalement, c'est très compliqué quand on a des règlements avec, on vous donne des décibels, des affaiblissements acoustiques, précisément de se rendre compte d'avoir une oreille éduquée qui peut permettre de penser ce que c'est. Mais ce qui est important aussi, c'est
peut-être contrairement à ce qui s'applique au bâtiment, pour nous, ce qui nous semble important, c'est de ne pas traiter l'acoustique partout pareil. Et c'est comme la température dans un bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où on a besoin d'un silence absolu, et puis d'autres où les bruits environnants sont plutôt plus familiers et plus agréables. Après, c'est très complexe, effectivement, dans la conception de pouvoir particulièrement anticiper chaque endroit du bâtiment par rapport à son bruit. Je pense que le sujet ce que vous entendez en haut, à mon avis, ce n'est pas la soufflerie des panneaux ETFE, parce que ça souffle très peu souvent, je pense. Ça serait plutôt le fond de soufflerie de ce qui maintient la température constante dans les réserves, il me semble. Et que ça, ce sont des bruits qui sont assez complexes, parce que même, je pense, dans les salles d'exposition, il y en a encore un peu, parce que c'est précisément, on en revient un peu à la question de tout à l'heure sur le contrôle de l'air. C'est vrai que la question de la diversité des ambiances pour nous est vraiment très, très, très importante, que ce soit pour le bruit, c'est-à-dire qu'il y a, y compris en prenant en compte le bruit extérieur, quand on est à l'extérieur, et puis après un certain nombre de filtres qui font qu'il y a ce bruit extérieur, on l'entend à peine un peu, et puis un petit peu, et puis plus du tout, et puis il y a des bruits intérieurs qui arrivent, et il y a qui peuvent parfois être intéressants de la même façon que ce qu'on voit d'un bout à l'autre du bâtiment. L'acoustique et le bruit peut être intérieur. Il y a des moments où on peut être complètement isolé. Et donc, cette multiplication des ambiances, qu'elles soient sonores, visuelles, c'est quelque chose qui lumineuse aussi, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup le passage du noir total vers la lumière totale par toute une série de gradations possibles. C'est des choses qui nous paraissent extrêmement importantes dans les projets d'architecture. Je vois que Emmanuel voulait peut-être poser une toute dernière question. Est-ce qu'elle aurait trait à l'éthique par hasard et à ces différentes ambiances, cette volonté de diversifier? Je ne sais pas. Oula, alors là, je suis écartelé entre deux envies. La première, c'était de vous citer une très, très courte citation de l'International situationniste, parce que quand tout à l'heure, vous parliez de cette offre d'offrir des espaces, le mouvement, le défilement, presque davantage, et en échappant à la fondation, à la lourdeur et à la structure, je renverse la proposition, j'avais en tête ceci. Situation construite, 2 points. Moment de la vie, concrètement et délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements. On peut toujours contester l'unitaire si on veut, mais moi je retiens ambiance et événement, quoi. C'est un peu quand même la définition de ce bâtiment qui nous a toujours énormément inspiré, qui n'a jamais été construit, qui est le Fun Palace de Cédric Price. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, après, je ne sais pas si… On n'a plus le temps, Keren. Juste un petit retour là, sur la question esthétique. Tout à l'heure, vous évoquiez l'effet blur ou comme ça. En fait, je pense que nous, globalement, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui ne nous motive pas en premier, c'est la perception de l'extérieur vers l'intérieur, mais le contraire. C'est-à-dire que quand on est dans cet espace haut du FRAC, pour nous, ce qui est plus important, c'est de capter le ciel, de capter la lumière, de capter les vues extérieures et l'effet blur, effectivement, un petit peu flouté. On l'a expliqué tout à l'heure, donc qui est lié à ce choix de matériaux, mais un autre, le verre, par exemple, n'aurait pas convenu. Donc, c'est encore une fois, je pense que nous, dans notre esprit, le rapport à l'esthétique n'est pas si ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, il est le résultat d'un ensemble de conceptions, de décisions, de choix, et que les matériaux et puis sont aussi résultants de ça, et que la vie qu'on perçoit de l'extérieur, on perçoit la vie intérieure du bâtiment, c'est pour nous aussi ça le fondement de l'esthétique de nos bâtiments. Donc, pour nous, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur ces sujets-là. Il n'y a pas de prédéfinition en réalité. C'est plutôt le résultat d'un travail à la fois précis
et à la fois où il y a un certain nombre d'intentions qu'on essaie d'amener au bout. Alors, ce que je voudrais dire, souligner, Emmanuel Doutrio est aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Conditions d'air » et qui parle d'architecture et en particulier de vos architectures et de l'école d'architecture de Nantes. Et ça commence avec une très jolie citation qui parle de l'effet flou. Alors, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais qui dit que le flou fait voir le vide. Et ça fait voir quelque chose, en fait, ça fait voir quelque chose de plus, d'autre. C'est vrai que personnellement, en tant qu'usagère de ce belvédère très régulière, ça m'a dérangée au début. Parce que je suis très, très visuelle, ce sens-là, et donc ça faisait un blocage. Et en même temps, aujourd'hui, c'est complètement intégré, mais c'est vrai que dans l'effet, dans la perception de cet espace, ce n'est pas forcément évident pour chacun d'accepter en fait que le regard soit brouillé, mais c'est vrai qu'il apporte autre chose, il fait voir d'autres choses. C'est quelque chose qui est assez… Est-ce que je peux glisser la citation? Oui, oui. Je me permets parce que c'est Marie Dariussec, donc c'est dans White, très beau livre qui se déroule dans l'Antarctique. Nous, les fantômes, nous savons que seul le flou rend le vide perceptible. Oui, c'est vrai, mais on a aussi besoin de la transparence. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez étonnant parce que c'est vrai que bon, on a travaillé toujours avec cette référence du verre, de la transparence totale. Et quand on a commencé à travailler avec des matériaux comme le polycarbonate, cette ondulation sinusoïdale très, très fine, très petite, on a pu constater ensuite que parfois le verre est trop direct. Tout le monde peut avoir en tête, par exemple, d'être dans une grande salle vitrée chez lui, dans son séjour, le soir, de commencer à allumer les lumières et tout d'un coup, sentir qu'on ne voit plus dehors, mais que tout le monde peut voir dedans. Et il y a une forme de… C'est tellement clair et transparent que parfois, c'est difficile à supporter. Et donc, avec ces petites ondulations, dont on sait qu'elles peuvent être ouvertes et que là, on va retrouver l'ouverture totale sur l'extérieur, il y a une forme de protection. C'est-à-dire que c'est très légèrement, ça protège très légèrement tout en étant dehors. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a trouvé intéressant. Mais qui est important de manipuler vraiment avec précision, suivant les niveaux, suivant les endroits. C'est pour ça que, par exemple, au FRAC, il y a toute cette variété de transparences différentes. Eh bien… Elle est belle, la phrase de Marie Dariussec. Oui, c'est voilà, une très belle phrase pour conclure, du coup, cet échange, que je vous remercie d'avoir rendu vivant par l'ensemble de vos questions et interventions. Une toute dernière remarque qu'on peut lire, je vous laisse chacun découvrir. En tout cas, un grand merci à vous deux, Anne et Jean-Philippe. C'était vraiment un très beau moment passé en votre compagnie. C'est un très bon début pour notre week-end de FRAC qui ne fait que commencer. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Merci Keren, merci Emmanuel. À très vite à Dunkerque surtout. Oui. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Et puis continuez à faire de belles choses. Voilà, on viendra les voir. Au plaisir. Au revoir.